pouvoir répondre présente à cette invitation. Merci Philippe, merci Florence, je suis contente de la retrouver aussi. Et merci à tous les organisateurs, je sais qu'il y a toute une équipe derrière ce cycle Foi et Culture, et c'est vraiment super. Alors, pour moi, ça a été quand même l'occasion d'un temps un peu de relecture, de réfléchir au sens de nos actions pour la solidarité, ce qui m'anime un petit peu plus chaque jour. Là, j'ai eu un petit peu plus le temps d'y penser en ayant été mobilisé un moment. Mon engagement est centré sur la solidarité internationale. Il se partage entre le CCFD Terre Solidaire, d'une part. Je pense que tout le monde connaît ici, on est bien affronté sur Saint-Paul. Pardon, Nicole, tu pourrais nous dire qui tu es? Ah, mais je n'ai pas été présentée au début. Non, je Donc, je m'appelle Nicole Amrouche et je suis donc membre du CCFD Terre Solidaire et de l'association Solidarité des îles aussi, dont je vais vous parler un petit peu ce soir. Donc, mes engagements sont doubles et en même temps, c'est un seul élan. En fait, c'est ça dont je voudrais témoigner. Solidarité des îles, je pense que peu de monde le connaît, c'est une toute petite association qu'on a créée, ça va compléter un peu ce qu'a dit Florence, en 2019. C'était une période où effectivement il y a eu plusieurs associations qui sont structurées et mobilisées par rapport à l'actualité sur l'agglomération, qui était quand même très inquiétante par rapport à la situation des migrants, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes, et un défaut de prise en charge flagrant. Nous, quand on a créé l'association, en fait, on a fait suite à... C'était un collectif à l'Escarpe, c'est une association locale, encore une fois très modeste, qui n'a pas de grandes prétentions, si ce n'est d'essayer d'œuvrer localement et d'œuvrer plutôt de sortir de l'urgence. C'est juste une conscience que l'urgence, voilà, on est toujours dans l'urgence, on voyait des personnes à la rue, des personnes en risque d'expulsion, des personnes malades, et par rapport à cette urgence, il y a eu peut-être une réaction, une prise de conscience dans notre collectif, la nécessité de poser les choses, déjà à titre personnel, on avait envie de s'engager de façon plus structurée et de travailler sur le long terme. Donc en fait, notre spécialité, entre guillemets, c'est plutôt de faire un accompagnement global sur le long terme et jusqu'à l'autonomie des personnes. Donc quand les personnes s'en vont, on est heureux. Et puis, des fois, ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, on est quand même sur des périodes qui peuvent être de 2, 3 ans à 7 ans. Pour avoir un petit peu de recul, pour voir qu'il faut beaucoup de temps pour que l'accompagnement, et encore, c'est jamais vraiment fini. Quand on a créé cette association, on s'était rendu compte, parce qu'au début, en fait, le collectif à l'Escarpe, c'est un collectif que la municipalité d'Escarpe avait mobilisé. Elle avait fait un appel, et puis c'est naturellement de me retrouver participer à ce collectif. C'était pour l'accueil des Syriens et des Irakiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu le plan que le gouvernement avait porté en sollicitant les collectivités territoriales, locales, pour héberger tout cet afflux de réfugiés. On parlait de la crise migratoire, et tout le monde s'était un peu mis en rang de bataille pour voir comment les accueillir. On s'est vite rendu compte que les Syriens préféraient, pour faire simple, l'Allemagne, avec presque 1,5 million de personnes accueillies sur l'Allemagne. En France, on a beau essayer d'aller les chercher, il n'y en a pas trop. On en a eu quand même, mais il n'y en a pas trop. Et on s'est retrouvé à apprendre en fait, à faire de l'accompagnement avec des personnes qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait le plus besoin, qui ont échoué, j'ai envie de dire, à l'Escarpe, en travaillant avec l'OCFA notamment, qui avait aussi des hébergements. Et on s'est rendu compte que notre priorité, ce serait plutôt de... Et là, on voyait qu'il y avait des personnes à la rue. En tout cas, moi, j'avais l'occasion d'en rencontrer souvent dans notre activité. Et on voyait bien que le besoin était déjà de s'occuper, de faire quelque chose pour toutes ces personnes qui se retrouvaient sans solution d'hébergement
personnes étrangères qui étaient, ou parce qu'elles étaient demandeurs d'asile sans solution d'hébergement, ou parce qu'elles étaient dégoûtées de l'asile, bon, des jeunes qui passaient effectivement et se retrouvaient plutôt parqués dans des endroits que vraiment accueillis. Et notre expérience d'accompagnement, on s'est dit qu'on va la mettre au service plutôt de ceux qui en ont vraiment besoin. La municipalité donc, a encouragé la formation de ce collectif et nous a soutenus. On a décidé de se constituer en association entre 1901 et 2019. Donc on est vraiment né pour répondre à des situations dites de crise et d'urgence, mais en fait on y a réagi en disant on s'installe plutôt dans une forme de lenteur, on prend notre temps de la rencontre et d'accueillir les personnes et de les accueillir longtemps. Pas longtemps, le temps qu'il faut, pas longtemps, c'est le temps nécessaire. Alors, comment, je me suis posé la question, comment moi je suis arrivé à une action toujours plus soutenue en fait avec des personnes migrantes. Comment ça arrivé. Je crois que quand même tout a commencé, c'est un petit peu comme ce que chacun a pu déjà témoigner, il y a quand même, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais il y a quand même des déclics, des points de départ. Et moi, il y a une période, je donnais des cours de français, FLE pour les étrangers au Secours catholique à Pau. Et puis je l'avais demandé à le faire, je l'ai fait. Donc ça correspondait vraiment à une activité qui me plaisait. C'était vraiment comme une bulle, j'ai envie de dire. C'était un bon moment parce que je passais 4 heures par semaine dans ce lieu. C'est vrai que c'est la rencontre des pauvretés, comme effectivement on peut dire. En fait, moi c'était au contraire un lieu plein de vie où les personnes qui venaient là, c'était poser les valises dans le cours de français, ils oubliaient tous les. Enfin, je croyais qu'ils oubliaient tous leurs problèmes. Et on rigolait bien, il y avait de la joie. Moi, ça me permettait d'exprimer ma créativité, j'étais heureuse. J'avais l'impression de pouvoir voyager sans quitter Pau. J'ai rencontré plein de gens de plein de pays. On pouvait parler comme on pouvait, toutes les langues. Beaucoup de langage des signes, quand même. Pas les traducteurs Google à l'époque. Et des histoires de vie passionnantes. Donc ça a été quand même vraiment une très très bonne expérience. Et donc au-delà de l'apprentissage du français, il y avait vraiment le goût d'être vraiment au milieu, entouré, et de vivre ensemble ces moments-là. Mais ça restait dans le cadre des cours de français, puis des gâteaux qui étaient apportés, des fêtes, etc., des uns des autres. Alors quand il y a plusieurs religions, plusieurs nationalités, l'avantage c'est que c'est tous les jours la fête, donc c'est assez sympa. Ça n'empêchait pas qu'il y ait quand même des fois des petits soucis, des petits chagrins, mais bon, les gens le disaient, moi j'avais pas la conscience des vraies difficultés qu'il pouvait y avoir derrière encore. Et en fait, un jour, il y a à la fin d'un cours, il y a une femme que je connaissais très bien, qui a assisté au cours, et c'est une femme arménienne et qui vient me voir. Et elle me demande de l'aider avec un papier. Souvent, les gens disent ah oui, un papier, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc elle m'amène son papier, je regarde, je vais m'expliquer vite fait, puis je me rends compte que je ne comprends rien à ce papier. Alors je me reprends à 2 fois, j'essaie de comprendre, je vois que c'est la préfecture et donc j'ai dû tout lire, c'était assez enquiquinant à lire ce document. Et vu que arrêtez pas, et puis je vois qu'il y a écrit obligation de quitter le territoire français. C'était ce qu'on appelle les OQTF, les fameuses OQTF. Et moi j'étais stupéfaite parce que je n'en avais jamais vu, je ne savais pas vraiment ce que c'était. C'est la première fois que je tenais un document comme ça, officiel, avec l'autorité qui peut avoir la préfecture derrière. Disons, voilà, ça fait loi pour moi, il y a un papier officiel, donc a priori c'était fait pour être appliqué. Et puis en même temps, un contraste insupportable, parce que cette femme, j'appréciais beaucoup, une femme très intelligente, très dévouée, qui était venue d'Arménie forcément pour se protéger, c'était déjà les problèmes de la guerre au Karabakh, elle venait pour vivre en sécurité. Plus son époux qui avait besoin de soins importants, et elle,
j'ai essayé de lui expliquer ce que c'était, j'avais les mots, mais je ne comprenais pas, et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir transmettre ce message à cette femme qui avait écrit qu'il fallait quitter le territoire sous 30 jours. 30 jours, c'est rapide quand même pour faire ses valises, quand on ne sait pas où aller. Et je sens à quel point c'était encore autrement plus terrifiant pour cette femme. Pour moi, j'étais terrifiée de perdre en fait, quelqu'un que j'aimais bien. Et pour elle, à quel point c'était encore plus terrifiant, comment elle était touchée dans sa chair, justement. Et elle m'a dit, mais je ne peux pas partir, j'ai plus de maison chez moi, et si je rentre, je mourrai. Et vraiment, c'était que faire. Je me suis retrouvée, donner des cours de français, mais je ne comprenais plus rien, parce que derrière cours de français, c'est cours aussi d'intégration, d'accompagnement culturel, donc on est aussi des passeurs de culture, de tout ce que représente la France. Et là, je me suis vraiment sentie unie. Je crois que c'est précisément en fait, ce sentiment d'impuissance totale que j'ai eu qui est devenu le moteur d'un engagement beaucoup plus profond ensuite et beaucoup plus entier, qui a été basé sur la rencontre fraternelle que j'avais avec cette femme, une forme d'amour qu'on peut avoir avec des gens qu'on apprécie, et puis cette confiance que j'ai eue en elle, parce que immédiatement, bien sûr, j'ai cru ces mots. Quand elle m'a dit « j'ai plus de maison, je vais mourir », moi je l'ai cru tout de suite, et je ne pense pas que c'était de la naïveté. Voilà, c'était une évidence, ces mots étaient vrais. Et cela m'a vraiment animé d'un nouvel élan, parce que j'ai senti que la vérité était là, que le chemin, voilà, moi-même pas de mots pour le dire, mais j'ai senti cet élan, et concrètement, ça m'a amené à agir et à sortir de cette zone de confort, de cette zone d'activité de français qui était très agréable, puis j'apprécie aussi des fois encore en donner, mais ça m'a vraiment bouleversé. Et j'ai découvert à quel point, en fait, à travers le regard des apprenants, à quel point je pouvais être beaucoup plus que l'intervenante en français. Là, je représentais pour eux aussi une française qui pouvait les aider à connaître la culture, mais je représentais une présence, et une présence en qui on peut faire confiance. Ben, ça peut sembler un peu bêta, mais moi, que cette personne m'ait fait confiance, me confie sa difficulté, ben, c'est vrai que je me suis sentie investie, j'ai réagi un peu comme Florence. C'est investi, mais dans le sens de la responsabilité. Voilà, c'est un lien humain qui quelque part devient indéfectible et nécessité d'aller jusqu'au bout pour de la démarche. Alors, jusqu'au bout, je ne veux pas dire effectivement s'entêter, faire n'importe quoi, loin de là, mais d'aller avec un engagement beaucoup plus profond. Alors, cet horizon, je l'ai ouvert comment concrètement? J'ai sollicité, puisque je ne connaissais rien, surtout dans le droit des étrangers, j'ai sollicité des amis, j'ai frappé à toutes les portes que je pouvais connaître d'associations, et donc j'ai été conduite assez naturellement à la CIMAD. Et là, nous avons cherché ensemble comment aider les Var. Donc j'ai découvert ce qu'était la CIMAD, je suis restée quelques années ensuite. Et on a pu donc faire un recours juridique, c'est des démarches que je ne connaissais absolument pas, et ça a permis d'aider les Var quand je dis les Var, c'est aussi son mari, sa fille, une famille derrière, pour pouvoir se défendre avec un avocat. Et en fait, ce que je retiens, au-delà bien sûr de toute la démarche juridique, c'est quand même de savoir qu'on peut faire quelque chose. C'est quand même, mieux que de dire demain, elle va dans un charter, elle rentre chez elle, parce que ça peut exister aussi. Ça a quand même apporté, c'est une source de réconfort mutuel très important. Et le mutuel, j'étais réconfortée, alors certainement pas à la même mesure qu'elle, de savoir que quelque chose pouvait se faire. C'était une manière de dire, en fait, vous n'êtes plus seul,
Et cette solidarité nous a vraiment rapprochés et ça a transformé une très grosse angoisse. Je pense qu'on a partagé en décryptant ce courrier. Ça a partagé cette angoisse de l'incertitude en un lien humain profond. Alors, il y a toujours l'incertitude, mais cette angoisse est venue habiter un lien humain profond. Et je dirais même encore maintenant, elle habite à Bordeaux, mais voilà, une petite nouvelle, c'est toujours, voilà, dîner phare, Madame Nicole, mais ça reste quelque chose de vraiment très très fort. Cette expérience m'a conduite aussi, bien sûr, au cœur des besoins juridiques et sociaux de toutes les personnes étrangères. Donc les personnes qui apprenaient le français, je me suis rendu compte qu'elles étaient toutes dans la même situation, vraiment sur cette bulle. Bon, bien sûr, c'était des très bons moments, mais en commençant à discuter avec eux, je me suis intéressée les uns après les autres à savoir, mais toi tu dors où ce soir, mais comment tu manges, mais comment, t'as des papiers, des tas de questions que je me posais vraiment pas avant. Et ça c'est, donc il y en a eu beaucoup d'autres après les VAR que j'ai pu accompagner, et avec la CIMAD notamment, et ça m'a vraiment donné le goût de, je crois que j'ai vraiment eu ce goût de chercher, de comprendre, d'oser croire ce que disaient les gens, parce que souvent on dit, et à partir du moment où il y a cette confiance qui peut se mettre en place, il y a comme vraiment du bon boulot qui peut se faire, et aussi on arrive à soulever des montagnes, même si voilà, les montagnes, ça veut dire quelques situations, quelques personnes qui arrivent à se sortir d'affaire. Les montagnes, elles sont là. Et moi, je suis quand même convaincu que chacun peut trouver sa voie, mais quand tout semble vain, alors c'est une forme d'optimisme. Et cet optimisme, c'est vraiment l'élan qui a été donné par cette expérience. Et puis, à chaque fois, il y a eu tellement de cas où ça a marché. En allant à la préfecture, ça m'est arrivé tout était fermé en disant, mais non, cette personne, elle doit être expulsée. Je me rappelle un jour, c'est une anecdote, mais ça me vient ce soir, d'être arrivé, et puis je dis, bon, des nouvelles de monsieur Intel, et il me dit, mais on n'a pas son dossier. Mais si, son dossier, là, il n'y a aucune raison, là, il doit avoir son titre de séjour. L'employé me dit, ah bah attendez, non, elle va voir, il me dit, ah mais il n'est pas dans ce bureau, il est dans un autre bureau. Je dis, c'est quoi l'autre bureau? Ah ben c'est la pile des personnes qui doivent partir. Je dis, mais ce monsieur, il n'y a aucune raison qu'il parte. Il a des compétences, il a des promesses de travail, il doit avoir un titre de séjour, c'est une erreur. Oui, les mots sont venus comme ça, et elle a repris, elle a été chercher le dossier, elle a été reprendre. Et on a pu reprendre le dossier, ça s'est pas fait en 2 minutes, on a pu reprendre tout le dossier. C'est des petits détails, mais de dire que voilà, c'est une forme de croire ce que disent les personnes et d'aller jusqu'au bout donne aussi cette conviction. Et agir, agir ensemble, ça nous rapproche, c'est évident, au-delà des vrais risques d'expulsion qui existent. On a beau dire que les OQTF ne sont que rarement exécutées, elles le sont. Et cette présence constante quand même de l'angoisse qui ne doit pas empêcher la vie, on voit qu'on peut la transformer. Et agir, ça réconforte. Voilà, ça réconforte, c'est important. Ça permet de faire face à la peur, parce qu'elle existe, la peur, et il faut toucher les personnes sans papier notamment. Et puis au découragement de part et d'autre, parce que le découragement, c'est vrai que souvent il nous guette. Alors aujourd'hui, moi je suis toujours révolté par le nombre croissant de personnes vulnérables à la rue, dans une indifférence quasi générale, parce que c'est vrai qu'elles sont invisibilisées. Et puis pire, certains, surtout les étrangers, pas seulement, qui servent de commissaires, des discours d'exclusion de plus en plus forts. Ouais, tout ça, ça renforce quand même ma conviction qu'il est urgent de détourner notre regard vers la souffrance, justement d'oser d'avoir cette souffrance, de s'en émouvoir, de la ressentir, même si ça fait mal. Moi, je crois que c'est une empathie qui fait qu'on peut pleurer, on peut avoir mal dans sa chair de la souffrance de l'autre. Et c'est en accueillant cette souffrance en soi, sans forcément, bien sûr, se laisser embarquer dans des
pression totale, mais au contraire, en l'accueillant, ça accueille pour moi un mouvement qui va façonner déjà, pour moi, cette façon de se reconnaître en humanité, parce qu'être indifférent à la souffrance, il n'y a pas plus inhumain que cela, et ça permet de continuer à tisser des liens de solidarité, justement. Je crois que, voilà, ressentir dans sa chair la souffrance de l'autre aussi. Prendre le temps d'écouter tous ceux qui nous demandent de l'aide, aider un tout petit peu, c'est déjà très bien, et ça ouvre sur beaucoup plus large que soi, c'est ça qui est intéressant aussi, de se descendre. Ça permet de dire le désir de vivre, mais de part et d'autre, celui qui aide, celui qui est aidé, de trouver sa place, d'apprendre la confiance, de faire face donc à ce découragement qui peut tomber aussi sur les bénévoles. Mon regard sur l'exil s'est transformé avec une présence beaucoup plus attentive au quotidien, une façon de faire corps du premier jour de la rencontre jusqu'à l'accompagnement tout au long cours en fait, des familles qu'on accueille plutôt à Solidarité Exil. C'est pas exclusif, mais c'est vrai qu'on accueille plutôt des familles avec des enfants. Faire corps en équipe, en association, ça permet de partager nos doutes, nos forces, bien sûr, et puis on tâtonne, mais on avance toujours ensemble, et sans faire à la place de l'autre, c'est important, ça fait aussi partie de ce que disait Florence aussi, les personnes peuvent partir à tout moment, et elles ne sont pas obligées de nous prévenir non plus. Voilà. Des fois ça fait mal, mais ça fait partie de la vie. Après 10 ans de Solidarité Exil, on a dû accompagner, on n'est pas des pros de la statistique, hein, parce qu'on est sur des petits noms, mais il y a bien une centaine de personnes qui ont transité, passé par Solidarité Exil. C'est peu sur 10 ans, même un peu plus, mais c'est énorme en même temps parce que je peux vraiment témoigner de la force d'une petite association avec des personnes qui au début n'étaient pas forcément des personnes convaincues, mais comme moi au début je ne connaissais rien de la situation des personnes migrantes, et ça a permis par un accompagnement global de s'adapter aux besoins de chacun. Donc en fait on essaye d'être vraiment à l'écoute et d'accompagner un projet de vie des personnes qui est très difficile à élaborer et à formaliser parce que effectivement quand les gens sont dans l'urgence, l'avenir c'est avoir des papiers, travailler et puis élever les enfants. C'est déjà énorme. On se sent un peu comme une grande famille, voilà. Ça c'est ouvert bien sûr, toujours du monde qui peut venir aussi, on est heureux d'accueillir de nouveaux bénévoles. Le soutien de la municipalité à l'ESCAR est primordial depuis le début, et tout en respectant l'autonomie bien entendu de l'association, mais il y a une mise à disposition de logements vacants, ça a été quand même tant mieux. Donc on est dans une nouvelle ère où on n'a plus qu'une maison qu'on a transformée en gîte cet été d'accueil longue durée, avec 2 familles, donc une dizaine de personnes. L'objectif c'est de leur offrir un solide point d'ancrage. Bon, maintenant, solide point d'ancrage, il faut apprendre, c'est un vrai défi, parce que la cohabitation, le vivre ensemble, on est en train d'expérimenter aussi une autre façon d'accompagner les personnes et de jouer un rôle de médiation aussi dans les relations interpersonnelles. Moi, ce qui me rend vraiment heureuse dans cette expérience aussi associative, c'est de voir donc comment des nouveaux bénévoles, mais aussi des professionnels, des élus, ont pu changer de regard sur les personnes migrantes, parce que ça a été la rencontre physique, quand on travaille sur un petit territoire, que l'inclusion soit la plus totale possible, malgré la situation administrative délétère des personnes, et ça permet vraiment à la rencontre de tisser des liens et de faire tomber des peurs, et de donner le goût de l'entraide qui n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu ce travail de proximité. Alors rencontrer l'étranger, rencontrer c'est aussi d'étrangers en nous, parce qu'il y a quand même une interrogation à avoir sur ce chemin que chacun peut faire, et puis faire tomber nos peurs, pour mieux accueillir intimement les personnes. Alors que sont devenues toutes ces personnes qu'on a pu accompagner? Beaucoup sont restés dans la région, il y en a qui ont aussi disparu de la circulation, sont partis dans les grandes villes.
plutôt sur Bordeaux. Mais on a des nouvelles, un petit peu par la bande, comme on dit, des fois. Un coup de fil, pas des bonnes, des mauvaises nouvelles, c'est celle de la vie. Un arrêt de bus, à la gare, toutes sont dans une situation, disons, régularisée, déjà au niveau administratif. C'est quand même un grand soulagement, donc peuvent travailler et avoir un logement autonome. Et ils sont sortis de ce dispositif 115 ou les hébergements solidaires. Et puis maintenant, l'inquiétude, on commence à voir revenir des personnes sorties d'affaires qui, avec les restrictions, les nouvelles lois immigration qui au fil des 2 ans, vous savez que les nouvelles lois immigration, c'est un petit peu la tendance actuellement, elles sont toutes encore plus restrictives du droit, des droits fondamentaux des personnes étrangères. Et on en arrive avec des titres de séjour qui commencent à ne plus être renouvelés, ou ne sont plus renouvelables dans l'État, donc à une reprécarisation des personnes qui avaient fait tout un parcours. Quand on voit que c'est une dizaine d'années, un parcours d'intégration, alors ou sur une structure comme nous on essaie de le faire, ou sur une multi-structure ou multi-territoire, qui peuvent changer de département. Et bien quand on arrive, on leur dit maintenant vous n'avez plus le niveau A2 en français, par exemple, ça fait partie des nouvelles normes. Avant il fallait un niveau A2, mais maintenant ils demandent à ce qu'il soit validé, donc que ce soit vraiment un titre délivré officiellement. Et bien quand ce titre de séjour ne peut plus être renouvelé, qu'est-ce qui se passe? L'employeur est obligé de mettre en contrat de travail, les HLM s'arrêtent, tout s'arrête. Donc basculer à la rue, c'est très rapide, ça c'est vrai pour tout le monde, pas que pour les étrangers. Un accident de vie, comme on dit, mais pour les étrangers, il y a les accidents de vie et il y a les accidents administratifs et politiques. Et ça, c'est quand même un danger réel sur lequel nous, on est très très vigilants. La réglementation durcit et voir comment on peut faire pour protéger les personnes et leur permettre de continuer dans leur lignée d'intégration. Et puis tous ces enfants, quel exemple on leur donne? Parce que c'est l'avenir, les enfants, c'est des générations qui seront peut-être dans nos maisons de retraite, c'est peut-être eux qui travailleront pour prendre soin de nous, au sens propre du terme, de nos corps. Et comment faire pour que ces personnes ne soient pas eux-mêmes morts d'angoisse, aigris, tombent dans la violence? C'est en continuant à préserver une éducation stable et en sécurité. Donc accompagner sur le moyen terme les personnes, c'est mieux nous connaître nous, bien sûr, reconnaître les liens d'interdépendance que nous avons tous ensemble, et c'est vrai pour toute la planète, apprendre à marcher ensemble, même contre les vents et les marées, et un temps où chacun va pouvoir grandir grâce à l'autre et avec l'autre. Quand on sait que maintenant j'ai un chemin et que je ne suis plus seul, et bien je n'ai plus rien à craindre. C'est vrai aussi bien pour ceux qui s'engagent que pour ceux qui sont dans ce parcours d'intégration. Merci.